Voilà, je vais vous faire juste un petit état des lieux de certaines choses qui me paraissent intéressantes quand on connaît pas forcément grand-chose à la rééducation maxillofaciale. Le but, je vous dis, n'est pas évidemment, de vous brosser toute la rééducation maxillofaciale. C'est un domaine bien trop vaste et très varié, donc c'est pas possible. Mais voilà, j'ai essayé de trouver des petites choses qui pourraient vous intéresser pour vous pousser peut-être à aller vers cette spécialité qui est malheureusement pas trop répandue dans notre profession. On n'est pas assez nombreux de kinés formés à la rééducation maxillofaciale, ce qui est parfois un vrai casse-tête pour certains de nos patients pour trouver des confrères aux alentours. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit petit aperçu d'un vaste domaine, parce qu'on va pas évidemment tout aborder, mais je vais vous donner quelques petits points clés. Je me suis dit, je vais commencer comme on fait toujours un peu en kiné. On essaye toujours de commencer par un peu d'anat. Alors évidemment, je vais pas vous faire toute l'anatomie de la face et encore moins de l'articulation temporomandibulaire. Mais j'ai voulu vous montrer un peu ces différentes mandibules à différents âges. En haut, là, vous avez la mandibule de l'enfant. Au milieu, c'est la mandibule de l'adulte. Et en bas à gauche, c'est plutôt la mandibule du sujet âgé édenté. Alors, heureusement, on a de moins en moins de personnes édentées, bien que les soins dentaires soient pas toujours faciles d'accès pour tout le monde. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu comment l'os de la mandibule évolue en fonction du temps. Parce que si vous regardez bien cette mandibule de l'enfant, vous verrez que finalement, on a ce qu'on appelle une branche horizontale qui est déjà un petit peu longue, avec une branche montante par contre très courte. À l'inverse de la mandibule chez l'adulte, où on a quelque chose de plus harmonieux entre la branche horizontale et la branche montante. Et si on regarde chez le vieillard, on a encore une modification osseuse, malgré finalement la fin de la croissance. Normalement, à partir de la fin de la croissance, on n'a plus de différence de taille, et pourtant on a quand même un remodelage osseux qui se fait, même vous voyez chez la personne âgée, avec un recul du maxillaire et une mandibule qui va être amincie à certains endroits. Alors pourquoi on a ces variations? Qu'est-ce qui va stimuler la croissance de la mandibule chez l'enfant pour que cette branche montante comme ça devienne beaucoup plus importante? Et qu'est-ce qui va entraîner chez la personne vieillissante cette modification encore structurelle osseuse au fur et à mesure du temps? Et bien en fait, tout ce qui va influer l'os, c'est la fonction. Et on s'aperçoit, en tout cas en maxillofacial, comme on s'en aperçoit d'ailleurs dans beaucoup d'autres zones du corps, il n'y a pas que au niveau de la face, mais qu'on a une relation très très étroite entre la forme et la fonction. Et il y a le professeur Jean Delaire qui a fait beaucoup d'études de là-dessus. Il a écrit beaucoup d'articles dont beaucoup sont en ligne de façon gratuite. C'est pour ça que je vous ai mis le lien en bas. En fait, il a montré qu'en fait, c'est les fonctions qui vont permettre de stimuler, d'orienter la croissance osseuse. Alors évidemment la croissance de la mandibule, mais nous aussi on verra la croissance au niveau du maxillaire, comme si vous voulez, on a la croissance du cerveau qui va pousser les os du crâne au fur et à mesure chez l'enfant. Donc en fait, qu'est-ce qui va stimuler la croissance au niveau du maxillaire et de la mandibule, en particulier chez l'enfant? Ça va être les fonctions, mais lesquelles? Ça va être la fonction de mastication, mais aussi la fonction ventilatoire, c'est-à-dire la respiration, mais aussi les fonctions linguales et des muscles paussiers, parce que tout ça, en fait, c'est entouré de muscles, de tensions, de pressions qui vont s'exercer, et ces pressions exercées selon différentes contraintes vont stimuler, orienter la croissance osseuse et permettre, lorsque ces fonctions se font correctement, d'avoir une croissance osseuse harmonieuse. Alors évidemment, la croissance osseuse est aussi dirigée par la génétique. On a des prédispositions génétiques qui vont nous permettre de grandir d'une certaine façon, mais la fonction va énormément aussi influencer cette croissance osseuse. Et du coup, on voit tout de suite que les fonctions qui seront pas faites de façon, on va dire,
correctes, physiologiques, ce qu'on pourrait appeler des dysfonctions, vont pouvoir avoir des conséquences du coup sur la morphologie, les dysmorphoses de notre face. Alors, c'est pour ça que il est important pour les enfants, très vite, quand ils vont pouvoir d'avoir de la mastication. Donc, quand ils commencent à pouvoir avoir des morceaux, il faut leur proposer des morceaux. Et les enfants qui ont des alimentations molles tardivement, c'est un problème parce qu'ils n'ont pas de sollicitation au niveau de leurs dents, mais du coup aussi au niveau de leur mandibule. Et donc, ils vont pas avoir de pression, décompression au niveau de cet ATM qui va permettre de solliciter et cette croissance, par exemple, de la branche montante. On va avoir un problème chez les enfants qui n'ont pas de respiration nasale parce qu'ils vont avoir uniquement une respiration buccale. Et donc, le fait de ne pas avoir cette respiration nasale, le fait de ne pas pouvoir solliciter au niveau des sinus, des fosses nasales, au niveau des ailes narinaires, ça va pas stimuler l'os au niveau maxillaire. Et puis, on va aussi avoir les fonctions linguales parce que la langue, qui est en grande partie faite de muscles, vous le verrez, va, avec ses pressions, ses positions, pareil, influencer la croissance osseuse. Et donc, quand elle sera mal positionnée et quand les fonctions ne seront pas bien physiologiques, elle va pouvoir, elle aussi, influencer cette croissance osseuse. Donc, c'est pour ça qu'on va parler des dysfonctions après qui peuvent avoir des conséquences sur les dysmorphoses crânio-faciales, parfois qui peuvent être importantes. Quand on parle de dysmorphose crânio-faciale, souvent ce qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle la prognathie, c'est-à-dire avoir plutôt la mâchoire du bas en avant par rapport à la mâchoire du haut. Voilà. Ou la rétrognathie, c'est ceux qui ont plutôt une mâchoire, une mandibule vers l'arrière par rapport au maxillaire. Voilà. Sachant qu'il est toujours difficile, sans avoir, on va dire, de l'imagerie, de savoir si finalement c'est un problème des fois de mandibule ou si c'est un problème de maxillaire ou si parfois même c'est un problème des deux, et de mandibule et de maxillaire. Voilà. Et c'est là qu'on va voir que finalement, il y a une interdépendance importante entre la croissance de la mandibule et la croissance du maxillaire, et que toutes les fonctions de la bouche, les fonctions de la mâchoire, vont influencer cette croissance et vont pouvoir entraîner des dysmorphoses plus ou moins importantes, évidemment, selon les personnes. Et donc, je vous disais, ces fonctions, celles qu'on connaît souvent, qu'on parle le plus, c'est souvent les fonctions linguales, ou souvent on parle plutôt des dysfonctions linguales, ok? Et qu'est-ce que ça va être ces dysfonctions linguales? Souvent, on les assimile à un problème de déglutition ou un problème de phonation. En fait, ces dysfonctions linguales, elles vont être multiples, variées, et surtout elles vont être associées à d'autres problèmes. C'est pas uniquement un problème ponctuel de phonation ou un problème ponctuel de déglutition, c'est souvent un ensemble de symptômes, on va dire, de dysfonctions qui sont liés. C'est pas, on ne peut pas avoir un problème de déglutition sans avoir un problème de positionnement de repos, et ainsi de suite. Donc, il faudra tout travailler en même temps, il faudra tout voir en même temps parce que tout est lié, d'accord? Donc là, je vous ai mis des petits schémas d'anatomie linguale. Et est-ce que vous savez combien il y a de muscles dans la langue? C'est exactement ça. Il y a 17 muscles dans la langue, 8 muscles pairs plus un impair. C'est celui qui est au-dessus, là, qu'on voit un tout petit peu à ce niveau-là. Voilà. Et donc, la langue, ce n'est pas uniquement la petite partie mobile, qui n'est pas toujours petite d'ailleurs, et qui parfois paraît très volumineuse et étalée, mais ce n'est pas le petit bout rose qui sort uniquement, c'est tout cet ensemble musculaire qui occupe une grande partie de la cavité buccale. Alors, si vous voyez le schéma qui est là en haut, vous voyez, la langue, elle prend une grande partie, c'est volumineux la langue, c'est vraiment important. Alors, c'est toujours pareil dans les schémas anatomiques, il est très bien fait, c'est un schéma que j'ai tiré du Netter, et pourtant, la langue, elle est mal positionnée. On verra pourquoi, parce que la bonne position de la langue, c'est pas avec la pointe comme ça qui vient contre les dents. Et là aussi, vous voyez des schémas, donc
On a souvent l'impression que la langue, ça va être ce petit morceau-là, là, ce qui est comme en blanc, mais non, ça correspond aussi à tous les muscles qu'on a en dessous. La langue, c'est volumineux, ça prend de la place, ça peut développer beaucoup de force, et donc il faut pas le négliger. Et quand on s'occupe d'une bouche, eh ben il faut souvent, il y a beaucoup de dentistes et d'orthodontistes qui appellent ça la boîte à langue. Et pourtant, pour autant, ils ne s'occupent pas forcément de la langue qui est à l'intérieur. Et donc, c'est un vrai souci, parce que cette langue, c'est quand même elle qui va entraîner les conséquences, en bonne partie, de cette boîte à langue. Et si cette boîte à langue, eh ben, elle n'est pas adaptée à la langue, ou si la langue ne fait pas les bonnes fonctions dans cette boîte à langue, eh ben, tout ça va avoir des conséquences, des dysmorphoses, et entraîner des dysfonctions linguales. Donc, les fonctions linguales qu'on connaît le plus, c'est souvent donc déglutition, phonation, mais il y a aussi une bonne position de repos. Alors, vous allez me dire, une position de repos, c'est pas une fonction, non, mais elle a quand même une fonction, cette position de repos, vous verrez justement pour la croissance. Et puis, il y a aussi la respiration. Alors, évidemment, vous allez me dire, on respire pas par la langue, hein, oui, mais la position de notre langue va avoir des conséquences sur notre respiration. Et donc, il va falloir parfois rééduquer notre langue pour avoir une respiration correcte qui est naso-nasale. Donc, quand on parle des fonctions, on parle de la position de repos, d'accord? Et la position physiologique de repos de la langue, eh ben, c'est la pointe de la langue qui affleure les papilles palatines. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les papilles palatines? Mais pendant que moi je parle, vous allez pouvoir un peu justement vous occuper de votre bouche, et vous allez lécher votre palais. Et quand vous allez lécher votre palais, vous avez sur le devant, vous avez vos dents, et juste derrière, vous avez une zone plate, mais qui fait comme des petites bosses ou des petites vagues. Chacun prend l'image qu'il veut, et juste derrière, vous avez le creux du palais. Les papilles palatines, ce sont justement ces petites bosses, ces petites vagues qui sont derrière les dents, d'accord, et qui vont permettre d'être un repère proprioceptif pour les personnes, pour qu'elles sachent que la pointe de la langue doit toucher cette zone-là. Mais il suffit pas de dire ça, parce que si on dit ça, vous allez pouvoir avoir des gens qui vont avoir la langue, qui vont mettre droite comme un i, comme ça, mais qui ne va pas être forcément bien positionnée, comme des gens qui vont mettre la pointe de leur langue au palais et qui vont coller tout le dos c'est le dessus de la langue, dans le palais. Et ça non plus, ce n'est pas une position physiologique pour la langue. Quand on dit qu'il faut avoir la pointe de la langue au palais, il faut avoir aussi ce qu'on appelle le dôme lingual. Donc vous avez vu tout le volume musculaire lingual qui doit être légèrement ascensionné et qui doit occuper une bonne partie de la cavité buccale. Mais sans toucher les dents, en tout cas sans être en interposition, surtout entre les dents, comme ce jeune homme, vous voyez, là en bas, qui a un gros problème de dysmorphose parce qu'il a eu un problème de palais avec une hypertrophie de la muqueuse du palais, et donc il n'a pas la place de mettre sa langue au palais, et donc il est obligé d'interposer sa langue entre les dents, et vous voyez que toute la croissance se fait autour de cette langue, avec les dents qui font cet arc de cercle comme ça autour de la langue, et qui crée ce qu'on appelle une béance, parce que là, en fait, le jeune homme que vous voyez là en bas à droite, il est en train de serrer les dents, et quand il serre les dents, et ben les dents de devant créent un espace, et c'est dans cet espace passe la langue. Alors, chez l'enfant, chez le nouveau-né, là, vous voyez, c'est mignon, c'est joli, la petite langue qui sort. Ça, c'est normal, parce que à la naissance, la langue, elle occupe tout l'espace. Elle occupe l'espace complet, même l'intérieur des joues, et elle peut légèrement déborder entre les lèvres. Et puis, quand l'enfant commence à grandir, au moment où il commence à tenir sa tête, où il commence à aller vers la position assise, la langue va commencer à reculer, et puis petit à petit prendre cette position verticale, elle se verticalise, on dit, avec cette pointe de langue qui va aller affleurer les papilles palatines, donc avec l'élévation du dôme lingual. Et ça, c'est très important, parce que cette position de langue, comme ça, qui va être donc sur le palais, même si elle est au repos, en fait, elle va entraîner une petite pression, et en fait, cette pression, cette sollicitation du palais, et donc de la suture palatine, chez l'enfant qui est encore mobile, va permettre aussi la croissance, du coup,
de cet os qui est le maxillaire, il va permettre aussi cette croissance transversale. Et donc, quand on a une langue au palais, du coup, eh ben, on va pouvoir comme ça développer aussi la croissance transversale et limiter encore une fois les dysmorphoses. Donc voilà, donc c'est pour ça que la position de la langue, d'accord, qui n'est pas en fait une fonction par elle-même, on pourrait dire, mais va quand même avoir un rôle parce que ça va avoir un rôle dans la croissance du maxillaire, et mais aussi dans la croissance de la mandibule, parce que cette position de repos va aussi permettre de faire des décharges au niveau du condyle mandibulaire, et ces décharges au niveau du condyle mandibulaire vont aussi entraîner la croissance, et en particulier la croissance de la branche montante de notre mandibule. Donc cette position de repos, elle a une fonction sur la croissance, mais elle va avoir aussi une importance pour la respiration, on le verra plus tard, parce que si elle est bien positionnée, cette langue, elle favorisera aussi la respiration nasale, et on est censé, vous le savez certainement déjà, respirer par le nez. Alors quand on parle de fonction linguale, on parle souvent de déglutition, c'est souvent la première chose qu'on pense, et on parle de déglutition dysfonctionnelle. Et qu'est-ce que c'est qu'une déglutition dysfonctionnelle? Alors, il faut faire très attention. Il ne faut pas en comprendre déglutition dysfonctionnelle, faire l'amalgame et penser à fausse route. Ça n'a absolument rien à voir. Une déglutition dysfonctionnelle n'est pas quelque chose qui va gêner la déglutition. Les gens ne n'avalent pas de travers, ne font pas des fausses routes quand ils ont une déglutition dysfonctionnelle. On parle de dysfonction parce que la langue ne va pas faire complètement les bons mouvements, même les muscles pauciers ne vont pas faire les bons mouvements pour entraîner une déglutition, pour déclencher cette déglutition. La déglutition, je ne sais pas si vous le savez, elle se fait en 2 temps. Il y a un premier temps qui est dit un temps buccal, d'accord? C'est ce qui se met en place au niveau de la bouche pour déclencher le deuxième temps. Et le deuxième temps qui est un réflexe, c'est quand le bol alimentaire va passer l'isthme du Gaussier. Donc ce premier temps, ce temps buccal, ben, c'est un temps qu'on va pouvoir contrôler, corriger. On va pouvoir changer la façon dont se passe la fonction. Par contre, le deuxième temps, une fois que le bol alimentaire a passé l'isthme du gosier, là, on ne peut plus rien faire. C'est un réflexe et là, ça se fait tout seul. Alors, est-ce que vous savez le nombre de fois qu'on va déglutir environ par jour? On dit d'environ 2000, alors 2000, 2500, c'est très variable évidemment. Mais oui, c'est énorme, c'est énorme. On avale plus de 2000 fois par jour, donc c'est vraiment très important. Donc 2000 fois par jour, rien que pour avaler la salive, en fait, notre langue va avoir cette fonction de déglutition. Et donc, si la fonction de déglutition ne se fait pas correctement, et bien 2000 fois par jour, on va avoir cette dysfonction qui, elle aussi, du coup, va entraîner potentiellement des dysmorphoses et des problèmes, des conséquences sur cette boîte à langue. Alors, qu'est-ce que c'est une déglutition dysfonctionnelle? Et bien, normalement, si j'avale d'une façon fonctionnelle, et je vais le faire devant vous, la seule chose que vous devriez voir, c'est ça. Donc, quand on avale, on voit que le mouvement, vous voyez, de cette osioïde, d'accord, qui monte et qui descend. Quand je vais avoir une déglutition dysfonctionnelle, vous allez pouvoir observer. En fait, je vais me servir de mes muscles pauciers. Alors les muscles pauciers, vous savez, c'est pour la bouche tous les muscles qui vont permettre la fermeture de la bouche, ou alors tous les muscles qui vont entraîner la mobilité de la bouche, on va dire. Et donc je vais me servir de la contraction de ces muscles pauciers, comme l'orbiculaire de la bouche, et je vais m'en servir pour aspirer avec ma langue qui, elle, va faire ce mouvement d'avant en arrière, on dit un mouvement de pompe aspirante, pour avaler. Si j'ai une déglutition dite fonctionnelle, en fait, normalement, ma langue qui, elle, est en bonne position physiologique avec la pointe au palais, va entraîner, hop, avec un mouvement de vague, comme ça, une ondulation, le bol alimentaire, ou plutôt la salive, dans l'isthme du Gaussier, et en fait, mes lèvres, elles, sont au repos complet. Donc, en fait, c'est la déglutition dysfonctionnelle, c'est ce que beaucoup appellent aussi la déglutition
infantile ou atypique ou primaire. En fait, ça correspond à quoi? Ça correspond au mouvement que font les enfants, les bébés quand ils tètent. Ils vont faire comme ça cette aspiration avec ce mouvement de protraction-rétraction linguale, voilà, qui va entraîner. Et donc, en fait, du coup, c'est avec une mauvaise position de la langue, une mauvaise fonction qui reste en place, et donc ça entraîne une dysfonction qui est la déglutition dysfonctionnelle. Voilà. Donc, ça fait partie des dysfonctions de la langue qui peut aussi avoir des conséquences, du coup, sur la position mandibulaire, maxillaire, mais aussi sur les dents. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir aller rechercher chez les enfants parce que, ben voilà, ça va pouvoir avoir plusieurs conséquences. Quand on a besoin de savoir comment, si on a une déglutition fonctionnelle et dysfonctionnelle, je vous ai mis un petit tableau là qui récapitule un peu tout. Ben, on va avoir, voilà, comme les lèvres qui doivent être au repos si j'avale avec une déglutition fonctionnelle, ma langue qui est censée être trop palée, d'accord, je n'ai pas d'aspiration au niveau de mes lèvres, voilà, tout ça ne doit pas se voir lorsque j'ai une déglutition dite fonctionnelle. Alors c'est pas toujours évident, moi je vous l'ai fait de façon évidente, mais chez certains ce n'est pas toujours facile de voir une déglutition fonctionnelle ou dysfonctionnelle, d'accord, et c'est à force de demander d'autres exercices parfois que c'est mis en avant, mais ça va être mis en avant des fois par d'autres fonctions, et quand on va voir que finalement d'autres fonctions linguales ne se font pas bien, on pourra aussi penser qu'on a une déglutition dysfonctionnelle. Je vous en ai parlé, encore une autre fonction qui va être importante dans cette croissance, c'est la ventilation. La ventilation, elle doit être naso-nasale, de nuit comme de jour, et au repos comme à l'effort. Et donc, pour pouvoir respirer par le nez, il faut déjà que le nez soit débouché, que les fosses nasales soient débouchées, parce que si le nez est complètement obstrué, on ne pourra pas respirer par le nez. Et donc, vous avez tous été enrhumés, j'imagine, un jour ou l'autre, et quand on ne peut pas respirer par le nez, qu'est-ce qu'on fait? On respire par la bouche. Mais parfois, on peut aussi respirer par la bouche parce qu'on a aussi une mauvaise position de langue. C'est-à-dire que quand on a une langue en position, qu'on appelle en position basse, c'est-à-dire qu'elle est complètement sur le plancher buccal d'ailleurs, elle va être souvent en appui contre les dents du bas, voilà. Et ben en fait, on va respirer par la bouche, ok, pour laisser passer l'air. Et quand on a cette langue en position basse, on a cette respiration buccale, et souvent, qu'est-ce qu'on a aussi? En fait, on a souvent une posture globale qui va changer pour s'adapter à cette posture buccale. Alors là, je ne sais pas si vous me voyez bien parce que la fenêtre est un peu petite, mais je vais avoir souvent cette position de tête projetée en avant, hop, d'enroulement des épaules, d'hyperextension de cervicale haute, comme ça. Si vous avez déjà regardé des enfants en salle d'attente ou autour de vous, ou même peut-être les vôtres ou ceux de la famille, et ben vous verrez qu'il y a beaucoup d'enfants dans cette position comme ça de respirateur buccal. Donc, soit on arrive à rééduquer notre langue et la respiration nasale est possible, et rien qu'en rééduquant notre langue, on va pouvoir faciliter la respiration nasale, mais parfois, la respiration buccale, elle se fait parce que la respiration nasale n'est pas possible, parce que il y a des rhinites chroniques, des allergies non traitées, une cloison déviée, voilà. Alors, quand c'est des allergies, des rhinites chroniques, des fois, il faut apprendre à nettoyer le nez pour désobstruer de façon régulière. Il faut apprendre à se moucher, voilà. Mais parfois, voilà, c'est aussi des amygdales ou des végétations qui gênent. Et dans ces cas-là, malheureusement, il faudra passer par une consultation avec l'ORL pour pouvoir aller enlever l'obstacle ou ce qui gêne à la respiration nasale, parce que vous l'aurez compris, du coup, tant que le patient ne pourra pas respirer par le nez, il ne pourra pas garder sa langue
au palais de façon permanente, donc pour avoir la position physiologique de la langue au repos. Donc c'est très très important de s'occuper de cette ventilation, de s'occuper de cette respiration nasale parce que elle induit la position linguale, comme la position linguale va induire la respiration nasale. Les deux sont très très liés et donc il faut s'occuper des deux en même temps et on ne va pas pouvoir faire de rééducation linguale sans s'occuper de tout le système ventilatoire. Alors, évidemment, un des problèmes, quand on parle de problèmes respiratoires, on pense souvent au SAOS, SAHOS. Alors, c'est quoi le SAHOS? Le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, d'accord? Et chez l'enfant, il est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense et il n'a pas forcément on va dire les symptômes qu'on a l'habitude de rencontrer chez l'adulte. Chez l'adulte, souvent, quand on pense apnée du sommeil, on va penser je suis en train de somnolence, voilà. Chez l'enfant, la somnolence n'est vraiment pas un critère. Ça peut arriver, mais c'est très rare. On est plutôt sur des enfants qui sont plutôt hyperactifs. Voilà. Donc, moi, si ça vous intéresse, l'apnée du sommeil de l'enfant, je vous conseille de vous renseigner. Et je voulais juste en parler un petit peu. Alors, en plus, Lionel est là, donc ça me fait encore plus plaisir. Vous parlez de Isidore. C'est un programme qui a été fait par l'URPS Nouvelle-Aquitaine qui permet justement de dépister un peu les syndromes d'apnée du sommeil de l'enfant. Et c'est vraiment c'est très bien fait et ça nous permet à tous d'avoir une action, qu'on soit spécialisé ou pas dans ce domaine, d'accord, de pouvoir des fois quand on a nos patients qu'on va rééduquer ou même autour de nous, pouvoir des fois dépister des problèmes d'apnée du sommeil de l'enfant et pouvoir aussi donner ces informations à d'autres professions comme les orthodontistes qui aussi sont confrontés un peu à ces problèmes chez les enfants. Et c'est vraiment quelque chose voilà, qui est important parce que c'est très très peu d'enfants finalement sont diagnostiqués et on pense qu'il y a une grande partie d'enfants comme d'adultes d'ailleurs apnéiques qui ne sont absolument pas dépistés. Voilà. Donc si on peut participer à ça, qu'on soit spécialisé ou pas, maxillofacial, vous verrez, si vous regardez, il y a tout simplement des symptômes et les patients ou les parents vont cocher. Par exemple, un enfant qui fait de l'apnée du sommeil va transpire énormément la nuit. Bon, voilà, il va avoir un sommeil agité. C'est des enfants qui vont avoir tendance à se réveiller avec des maux de tête le matin. C'est des enfants qui ont des problèmes encore de pipi au lit ou de réveil plusieurs fois par nuit pour faire pipi. Voilà, des petites choses comme ça. Donc on coche les petits croix, les petits critères, puis on s'aperçoit que finalement ça peut finalement être intéressant d'aller voir quelqu'un spécialisé dans les apnées du sommeil. Donc voilà, le SAOS, ça peut faire partie des critères qu'il faut parfois aller diagnostiquer, de se renseigner. Vous verrez que c'est pas toujours difficile de savoir quels sont les différents critères. Autre fonction de la langue qui souvent qu'on connaît plus, et souvent on me dit mais finalement les kinés font ça, mais c'est pas les orthophonistes. Ah oui, les orthophonistes font aussi la rééducation de la langue, on est un peu sur le même critère. Alors pas de toute façon, pas complètement du même abord, d'accord, elles ont souvent un accès justement très sur la phonation, mais ça fait partie de notre domaine de compétences et on s'occupe aussi un peu de la phonation dans notre compétences de rééducation linguale. Alors, il faut savoir que quand on va prononcer certains sons, d'accord, et en fait, la langue va participer à la prononciation de ces sons, mais à aucun moment, en fait, la langue ne doit finalement toucher, surtout s'interposer entre les dents pour prononcer ces sons. Alors, ce qu'on va le plus s'occuper, souvent, c'est ce qu'on appelle les palatales. Alors, quelles sont les lettres qu'on appelle les palatales? Ce sont les lettres L, N, D et T, d'accord? Parce que quand on les appelle les palatales, parce que quand on les prononce, on doit les frapper le palais. L, N, D, T. Et non pas les dents.
Donc, normalement, quand je dis trottinette, eh ben, vous ne voyez pas ma langue. Mais si je dis trottinette, là, vous pouvez voir ma langue passer. Et donc, vous avez entendu, finalement, j'ai réussi à prononcer le mot de la même façon. Pas tout à fait exactement les mêmes sons, mais finalement, on a compris quand même à chaque fois ce que je disais. Mais avec, dans le premier temps, la langue qui allait taper mon palais, alors que dans le deuxième temps, ma langue allait s'interposer, allait buter contre mes dents. Donc, en fait, la langue, eh ben, quand elle est bien positionnée, et quand elle est bien positionnée au repos, quand elle est bien positionnée à la déglutition, elle est aussi normalement bien positionnée à la phonation. Et donc, cette phonation, elle va nous permettre souvent de mettre en avant un problème de position de notre langue et un problème de justement de dysfonction linguale. En faisant prononcer certains mots, on va pouvoir voir justement cette langue qui vient s'interposer comme ça entre les dents. Alors souvent le D et le T sont souvent les lettres les plus difficiles ou souvent c'est le plus flagrant, mais ça peut être sur le N, le D, le T. Alors je vous ai mis aussi d'autres sons, comme ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus. Quand on va faire prononcer ce qu'on appelle les sifflantes, alors le sifflante, en fait, c'est la langue qui va vibrer, qui va comme le serpent, voilà, mais qui, pareil, ne doit pas s'interposer entre les dents. Donc, en fait, elle est reculée en arrière et elle vibre dans la bouche. Les chuintantes, en fait, la langue fait la même chose, mais les lèvres vont être en avant, le ch et le je, et dans les fricatives, le v, le f, c'est les lèvres qui, elles, vont vibrer. Voilà. Donc, en fait, on va se servir justement de cette phonation pour aussi pouvoir mettre en avant des dysfonctions linguales et aussi, on va s'en servir pour rééduquer notre langue parce qu'on va pouvoir donner des exercices avec des fiches de lecture qui vont permettre de forcer, de faire travailler, de bien positionner la langue lors de la phonation. Alors là, les fiches de lecture que vous voyez à gauche, c'est une fiche qui est issue de la rééducation que faisait Maryvonne Fournier. Maryvonne Fournier, c'est celle qui a vraiment mis en place cette rééducation linguale et qui a énormément œuvré pour cette rééducation linguale cette fiche, elle est justement un peu issue de ce qu'elle faisait comme rééducation. Donc en fait, vous l'aurez compris, les fonctions de la langue, eh ben, on ne peut pas les séparer, ça marche ensemble. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle la triade de Château. Et en fait, la triade de Château, ça dit quoi? Ça dit que la position de repos, la déglutition et la phonation des palatales, ben, ça marche ensemble. Donc, en fait, quand vous avez une langue qui est mal positionnée, que vous voyez lors de la phonation des palatales, eh ben, vous pouvez penser qu'elle va aussi être mal positionnée lors de la déglutition et qu'elle va être aussi mal positionnée lors de la position de repos. Et c'est pour ça qu'il faut travailler tout en même temps et qu'on va pas pouvoir dire non mais moi je m'occupe que de la déglutition, non moi je m'occupe que de la phonation, non mais moi une fois que la position de repos est bonne c'est bon. Non, c'est pas possible, c'est tout en même temps. On peut pas scinder comme ça et choisir ce qu'on prend, on prend tout en même temps. Mais la rééducation linguale, ce n'est pas non plus uniquement la rééducation de la position de repos, de la déglutition et de la phonation. La rééducation linguale, ça va aussi s'occuper des possiers, parce que vous l'avez vu, lorsque j'ai la bouche entrouverte, comme ça, je respire par la bouche, et quand j'ai un problème justement d'occlusion labiale, c'est-à-dire que je ne peux pas fermer ma bouche, et ben je vais pas pouvoir respirer par le nez non plus, donc je vais m'occuper, il va falloir s'occuper de ces muscles possiers, de pouvoir arriver à fermer cette bouche. Je vais falloir aussi, quand je vais m'occuper de ma langue, de me regarder mon frein lingual, parce que vous avez vu, ma langue, elle doit être au palais, d'accord? Mais si ma langue, le frein est trop court et l'empêche de monter, je ne pourrai pas avoir ma langue au palais. Alors, est-ce que vous savez à peu près quelle est la bonne taille pour un frein? On dit qu'un frein est, entre guillemets, normal. Qu'est-ce qui est normal pour un frein de langue? Alors, le frein de langue, il est là, hein. Normalement, une ouverture buccale, à peu près, c'est 3,5, 4 cm. Alors, plutôt 4 ou 5, ça dépend, mais entre 3,5 et 5, on dira, on a une ouverture buccale dans la norme. Et bien normalement, je dois pouvoir avoir une ouverture de 3,5, 4 cm, pointe de langue au palais. Voilà. Et là, j'ai une taille de frein qu'on dit normale.
Alors après, je vais avoir des freins plus ou moins courts, plus ou moins limitants, d'accord? Je vais avoir des freins que je vais pouvoir assouplir. Alors peut-être pas forcément le frein, mais en tout cas les attaches du frein vont pouvoir être assouplies, ok? Mais parfois, le frein il sera tellement court et tellement fibreux qu'il faudra demander à avoir une frénectomie, c'est-à-dire une chirurgie du frein pour libérer. Alors, ce qui est très 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 important quand il y a une frénectomie qui est prévue, c'est de pouvoir voir l'enfant ou l'adulte, parce qu'on voit aussi des frénectomies chez les adultes, avant, parce qu'il faut commencer la rééducation de suite le soir même, d'accord? Et donc il faut voir le patient avant pour lui donner les exercices pour qu'il puisse les faire le soir même, et si possible avec le kiné, c'est encore mieux pour être sûr qu'il les fait bien. Et quand on va faire cette rééducation linguale, en fait, il va, vous l'avez compris, pour faire de la rééducation linguale, il faut quand même arriver à contrôler cette langue, il faut arriver à la bouger cette langue, il faut arriver à lui donner des consignes à cette langue. Et des fois, en fait, on va s'apercevoir on a des patients qui ont ce qu'on appelle une immaturité linguale. Alors, c'est quoi une immaturité linguale? Quand vous allez leur demander, par exemple, de lécher leurs lèvres, ça va être impossible pour eux, ça va partir dans tous les sens. Et en fait, dans ces cas-là, il y a une immaturité linguale, et tant qu'on n'aura pas levé cette immaturité linguale, il sera impossible pour nous, aux patients, de leur donner des consignes de bonne déglutition, de bonne phonation, d'accord? De même, on peut avoir des immaturités ventilatoires, d'accord? C'est quand on va demander, par exemple, à quelqu'un de souffler par le nez, il va faire une grande inspiration. Voilà, il va falloir, pareil, quand on veut faire une rééducation ventilatoire, commencer à voir que le patient arrive à mettre en place ce qu'on lui demande de faire. On peut avoir aussi des habitudes nocives, des parafonctions. Je vous ai mis des petites images en bas à gauche, ils sont mignons, avec le doigt dans la bouche, avec la tétine, mais vous comprenez bien que quand il y a le doigt ou la tétine dans la bouche, ça laisse pas la possibilité à la langue, elle, de bien se positionner. Donc évidemment, il va falloir s'en occuper. Il y a des enfants qui sont très forts, moi j'en ai vu un encore l'autre jour, à 6 ans, il arrivait à tout faire avec tétine dans la bouche, à parler. Oui, mais c'est pas possible, on peut pas avoir tétine dans la bouche H24 et surtout pas à 6 ans. Donc c'est un vrai problème. Donc il va falloir s'en occuper, et s'en occuper avec l'enfant, mais aussi avec les parents, parce que c'est souvent premier blocage, le problème de la tétine, et du pouce aussi d'ailleurs. Voilà. Et puis, comme vous l'avez vu, il y a, avec cette position linguale, on a toute une posture qui se met autour, d'accord? Et donc, on ne prend pas uniquement nos patients par petits bouts, mais on prend nos patients dans la globalité. Et donc, on va évidemment faire un travail postural juxtaposé à toutes ces fonctions, d'accord? Pour entraîner, favoriser un retour à la bonne fonction avec aussi ce travail postural. Donc, c'est surtout ça que je voulais vous faire comprendre. Et il suffit pas de faire quelques exercices pour faire une rééducation linguale et avoir des bonnes fonctions linguales. Souvent, j'entends dire malheureusement, oui, mais on m'a dit il faut que je claque un peu la langue. Et oui, alors vous pouvez claquer la langue et faire des très très beaux claquements de langue, très fort, et pourtant avoir une déglutition dysfonctionnelle et un problème de phonation. Ça suffit pas. Il faut pas avoir une langue seulement musclée, c'est pas suffisant. Donc c'est bien, ça, des exercices, il y en a besoin, il va falloir en faire, on va en donner, on va essayer d'avoir un côté ludique et intéressant pour les enfants, mais c'est pas suffisant de faire juste quelques petits exercices, il y a vraiment tout un travail de fonction, de prise de conscience à faire pour pouvoir mettre en place toute cette fonction, ces fonctions linguales, parce qu'elles vont avoir des conséquences qui vont être parfois très importantes euh, chez l'enfant, et du coup après chez l'ado et chez l'adulte. Donc souvent on me demande à quel âge, j'ai envie de dire ça dépend, ça va dépendre un peu, mais le plus jeune, chez les plus jeunes évidemment, ça va être compliqué de pouvoir leur donner des fois des exercices, mais déjà chez les plus jeunes, chez les enfants, on peut déjà ce qu'on appelle lever les verrous et leur
commencer par leur permettre par respirer par le nez, parce qu'un enfant qui ne peut pas respirer par le nez aura forcément en conséquence une mauvaise position linguale, et ainsi de suite. Donc évidemment, le traitement sera en fonction de l'âge, mais quand même, à partir de 6 ans, on peut commencer déjà à faire une bonne rééducation linguale, et il ne faut pas attendre 12 ans, le moment des dents définitives, pour s'en occuper. C'est bien trop tard, malheureusement. Voilà. Alors les dysfonctions temporomandibulaires, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une autre partie de la rééducation linguale et pas linguale, la rééducation maxillofaciale, excusez-moi. Et en fait, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui est qui est pas assez connu et qui est un vrai problème parce que ça a des conséquences parfois un peu dramatiques sur les patients. Alors les dysfonctions temporomandibulaires, chez certains vous n'allez pas connaître quand on vous parle de DTM, mais si on vous parle de SADAM, chez certains ça va déjà peut-être plus vous marquer. Alors en fait avant en 1934, il y a le docteur Kosten qui a mis ça en avant, qui s'apercevait que les patients avaient des douleurs dans la région là, comme ça de la face et tout ça, et donc il a appelé ça le syndrome de Kosten. Syndrome de Kosten après est devenu une dysfonction crânio-mandibulaire, puis après c'est devenu justement le SADAM, le syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil mandibulateur. Bon, hein, c'est une époque en plus où il faisait pas bon, à mon avis, de s'appeler SADAM. C'est devenu l'ADAM, les algies dysfonctionnelles de l'appareil mandibulateur. Après, c'est devenu les DAM, les dysfonctions de l'appareil mandibulateur. Et depuis quelque temps, on appelle ça plutôt les dysfonctionnements temporomandibulaires ou dysfonctions temporomandibulaires ou encore même parfois désordre temporomandibulaire ou DTM pour coller au mieux avec l'anglais qui parle de TMD, Temporomandibular Disorders. Voilà. Donc en fait, maintenant, c'est plutôt ce qu'on va le plus parler, ce sont les DTM. Alors qu'est-ce que ce sont ces DTM en fait, c'est un problème donc de douleur au niveau de la face orofaciale. Et en gros, on va avoir plusieurs sortes de DTM. On va avoir les DTM plutôt d'ordre articulaire, les DTM plutôt d'ordre musculaire. Et puis après, il y a deux autres groupes avec les DTM de céphalée de tension, c'est les douleurs comme ça en casque. Donc finalement, maintenant, on va plutôt comprendre que c'est ce qu'on appelle plutôt des myalgies du temporal, mais qu'on garde encore dans une case un peu à part, et des problèmes de structure associés avec des hyperplasies, des choses comme ça. Donc en fait, ces DTM, qu'est-ce que c'est? C'est soit des problèmes articulaires avec des problèmes de disque, c'est ce je vais vous montrer après, ou des problèmes musculaires avec ce qu'on appelle des myalgies. Alors des myalgies plutôt des muscles qui servent à serrer, ce qu'on appelle les muscles élévateurs, et qui vont surtout concentrer le muscle masséter qui est là et le muscle temporal qui est là. On a aussi d'autres muscles internes, ça s'appelle les ptérygoïdiens, mais qui sont un petit peu moins faciles d'accès. Voilà. Donc, au niveau articulaire, en fait, on va avoir deux désordres, on va dire, prépondérants, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous avez vu dans le tableau, il y a plein d'items, mais on ne pourra pas tous en parler, évidemment. Ceux qui sont le plus fréquents et que vous entendrez le plus parler, ce sont les désunions condylodiscales. Alors, vous avez les désunions condylodiscales dites réductibles et les désunions condylodiscales dites irréductibles. C'est ce que les patients vont dire en disant « je me luxe la mâchoire, j'ai la mâchoire qui craque ». Ou alors quand j'ouvre, j'ai la mâchoire qui sort. En fait, pas du tout, et heureusement, parce que si les luxations de l'ATM, ça arrive, hein, c'est vraiment le condyle mandibulaire qui sort de l'articulation, les gens sont bloqués bouche ouverte, mais là, dans ces cas-là, c'est pas le cas, en fait, c'est un problème au niveau du disque, et c'est ce disque qui glisse vers l'avant, et lorsqu'il glisse vers l'avant, en fait, au moment où le condyle mandibulaire va passer clac sous le disque, en fait, on va avoir ce bruit, ce ressaut qui donne l'impression comme ça au patient d'avoir hop, l'articulation qui sort de sa trajectoire, alors qu'en fait, c'est le condyle mandibulaire qui passe sous le disque. Donc, en fait, quand le condyle mandibulaire passe sous le disque et que ça fait ce clac, on parle de désunion condylodiscale réductible. Et en fait, quand le disque, il est malheureusement glissé trop en avant et que le disque et que le condyle mandibulaire
glisse avec le disque qui reste toujours en avant. On parle de désunion condylodiscale irréductible. Voilà. Donc ça, c'est des pathologies qui sont très fréquentes. Et en fait, il faut savoir qu'on a le gros problème de ces pathologies, c'est que en fait, elles sont pas assez connues ou en tout cas pas assez bien diagnostiquées, pas assez bien évaluées. Et donc, il y a eu une étude de Look qui a été faite en 2000 et qui montrait que les patients qui avaient des douleurs comme ça orofaciales ont erré dans le domaine médical, donc de praticien en praticien, en moyenne 5 ans, donc c'est énorme, 5 ans, d'accord, avec soit des diagnostics, soit des traitements inappropriés. Le problème, c'est qu'en 5 ans, vous imaginez bien que ça peut avoir eu des conséquences déjà dans la chronicisation de la douleur, et une douleur qui est chronique, c'est beaucoup plus compliqué à traiter, mais aussi avoir des conséquences au niveau psychosocial et surtout au niveau parfois dans la vie du patient, que ce soit dans sa sphère familiale ou dans sa sphère professionnelle. Parce que quand vous avez mal et que à force on vous dit non mais c'est dans ta tête, c'est quand même toujours un peu difficile à avaler, d'accord? Même si évidemment le contexte psycho-émotionnel va avoir une grande place dans ces DTM, il faut savoir que c'est quand même des douleurs que le patient ressent. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de ces DTM pour que vous ayez déjà une petite notion de ce que ça peut être et peut-être permettre un dépistage un peu plus précoce de certains de vos patients qui vont vous parler de ces douleurs, de ces sensations qu'ils vont avoir et de pouvoir peut-être l'orienter si vous avez pas l'impression d'avoir ce qu'il faut pour, mais en tout cas lui dire qu'il y a des possibilités de traitement. Donc en fait les DTM ce sont des myoarthropathies, d'accord? Donc en fait, qui ont 3 signes cardinaux, qui sont la dyskinésie. En fait, c'est des gens qui vont avoir soit des limitations d'ouverture buccale, soit une ouverture buccale qui peut se faire comme ça, ce qu'on appelle en baïonnette, d'accord? Ou alors déviée sur le côté, ok? Avec des bruits articulaires. Alors souvent, ils parlent de mâchoire qui craque. On parlera plutôt de claquement. Voilà, comme ça, quand la langue, quand le condyle passe sous le disque, ça claque, voilà. Et puis de douleur, quand même, qui est la première cause de consultation. Les gens, des fois, peuvent avoir des limitations d'ouverture buccale ou avoir une articulation qui claque pendant très longtemps, mais pour lequel ça ne les gêne absolument pas. Mais à partir du moment où ils ont mal, c'est là où ils vont souvent aller consulter. Et tout cette myoarthropathie avec ces problèmes, ça va être augmenté et favorisé par le stress, c'est-à-dire toute la sphère psycho-émotionnelle qui va entraîner en fait à permettre à la marmite de bouillir et malheureusement de déborder. Voilà. Donc en fait les symptômes, vous l'avez compris, c'est ce qu'on appelle le BAD, le bruit, l'algie, dyskinésie. Alors moi c'est quelque chose qui me fait rire, souvent le BAD, mais pour certains ils estiment que si on n'a pas le BAD, c'est-à-dire que si on n'a pas les 3 critères, bruit, algie, dyskinésie, et ben en fait, on n'est pas forcément présent d'une DTM. Alors moi, le bruit, évidemment, je trouve que c'est pas le plus important parce que vous l'avez compris, quand on a le disque qui est complètement parti, quand on a une désunion condylodiscale irréductible, ben en fait, on n'a plus de bruit parce qu'en fait, tout simplement, le condyle mandibulaire ne repasse plus sous le disque, d'accord? Mais on a quand même des fois des douleurs et ça peut faire partie des DTM. Voilà. Donc, quelles sont les désétiologies possibles pour ces DTM? Eh ben, elles sont multiples. C'est vraiment quelque chose qui est plurifactoriel. Et alors, au début, on a mis beaucoup ça sur les facteurs occlusaux. On disait, ah, mais oui, mais vous avez un problème de l'articulation, c'est parce que vos dents, elles sont mal positionnées, elles se touchent pas assez, ou alors au contraire, là, vous avez un contact prématuré d'un côté, et donc du coup, bon, finalement, après de nombreuses études, on s'aperçoit que les facteurs occlusaux, c'est pas forcément le plus important pour déclencher des DTM. C'est pas ce qui va avoir le plus le rôle prépondérant. Par contre, ce qui joue énormément, ça va être le stress, les facteurs psycho-émotionnels, ça c'est sûr, d'accord. On va avoir beaucoup de parafonctions comme le bruxisme. Alors, il faut savoir faire attention.
dans le bruxisme, on fait rentrer beaucoup de choses, mais en fait, on s'aperçoit maintenant qu'il y a certainement plusieurs bruxismes. On peut même parler des fois de bruxisme de sommeil ou bruxisme d'éveil. Le bruxisme du sommeil, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir un conjoint qui bruxe, le fameux le grincement qui est très très bruyant, donc mais qui finalement peu de conséquences au niveau de l'ATM. Et puis on a le bruxisme d'éveil, ou plutôt ce qu'on appelle le serrement, d'accord, qui est vraiment là cette fois-ci la pression, le serrement des dents comme ça, centré, d'accord, sans mouvement, sans bruit, sans grincement, et là qui est beaucoup plus délétère au niveau des ATM, parce que souvent il est maintenu sur des temps très prolongés, parfois vraiment des heures et des heures. Il y a des gens qui ne savent pas ne pas serrer les dents en permanence, voilà. Et ça peut être très fortement pourvoyeur de problèmes de dysfonction temporomandibulaire. Et puis, on peut avoir aussi des problèmes peut-être d'antécédents de traitement orthodontique, certainement de facteurs systémiques avec des problèmes inflammatoires, d'anciens traumatismes qui vont avoir tendance à favoriser cette désunion condylodiscale. Certainement aussi beaucoup les hyperlaxités ligamentaires. On s'aperçoit que finalement, le DTM est une pathologie qui est très présente dans les syndromes d'Ehlers dans l'os. Je ne sais pas si, comme vous connaissez les syndromes d'Ehlers dans l'os, c'est quand on a une hyperlaxité au niveau des tissus cutanés, mais aussi des ligaments, et également au niveau des vaisseaux. Voilà. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de patients qui ont le syndrome d'Ehlers dans l'os qui souffrent de DTM. Et puis, on s'aperçoit que c'est plutôt chez les jeunes et plutôt chez les femmes. Voilà, donc ce sont certainement des facteurs prédisposants. On ne sait pas encore trop pourquoi toujours, mais et puis il y a certainement un rôle postural lié à la langue, les dysfonctions linguales aussi qui vont avoir certainement un rôle. Alors un rôle déclencheur, un rôle dans l'entretien. C'est pas encore facile de savoir quel est le rôle. Et puis c'est très variable certainement d'un patient à l'autre. Il y a certainement un facteur génétique qui peut prédisposer aussi à faire des DTM. Et puis il y a certainement un rôle du sommeil. En fait, on a l'impression, on se dit ah mais j'ai mal, donc en fait depuis que j'ai mal je dors moins bien, mais finalement les dernières études ont montré que finalement les troubles du sommeil apparaissent avant les problèmes de DTM, et finalement est-ce que les troubles du sommeil seraient pas un facteur déclenchant pour déclencher une DTM. Donc voilà, il y a des étiologies qui sont vraiment multiples et variées, et c'est rarement un facteur qui est en cause, mais c'est souvent plurifactoriel, avec des facteurs qui vont être plutôt déclenchants, des facteurs qui vont être plutôt prédisposants, des facteurs qui vont être plutôt entretenants, très variables d'un patient à l'autre, et surtout très variables d'un moment de votre vie à l'autre. Voilà. Et donc, du coup, on ne peut pas toujours savoir à l'avance comment ça va se dérouler. Ce qu'on sait, c'est que au niveau de la santé publique, les DTM, c'est quand même la première cause de douleurs orofaciales, en dehors évidemment des douleurs dentaires à type de carie et tout ça. On parle des douleurs vraiment faciales larges, ok. Et c'est la deuxième cause de TMS, donc de troubles musculo-squelettiques. Donc vous voyez, c'est très 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 important. Il y a vraiment une grande partie de la population qui est touchée par ces DTM, d'accord. Si on a fait, il y a eu des études sur une population non sélectionnée, d'accord, c'est-à-dire qu'on a vraiment pris tout le monde, et ben finalement sur toutes ces patients, il y avait 75% des sujets qui avaient un signe de DTM, donc bruit, algie ou dyskinésie. Donc vous voyez, c'est énorme, 3/4 de la population. Et il y a 33%, donc un tiers, qui avait et le bruit et la douleur. Donc ça reste quand même quelque chose qui est extrêmement important dans la population. Et en général, on est plutôt pour 2 femmes pour un homme, et dans la tranche d'âge entre 15 et 45 ans. Voilà. Donc c'est plutôt une pathologie qui est fréquente, plutôt chez la femme et plutôt chez la femme jeune.
Et alors, quand on regarde comment ça évolue, en fait, ces dysfonctions temporomandibulaires, ben, on s'aperçoit qu'en fait, ça se met en place. Souvent, c'est quelque chose qui va être évoqué dans les périodes assez jeunes, aux alentours de 20 ans, 30 ans, et qui petit à petit va être de moins en moins important. La prévalence va être de moins en moins forte. Et donc, en fait, on s'aperçoit que finalement, ces problèmes de DTM, la plupart du temps, vont avoir tendance à se résoudre spontanément tout seul. C'est-à-dire que les gens n'ont pas vraiment besoin d'aller consulter ni d'aller voir des traitements par rapport à ces DTM. Mais chez certaines personnes, eh ben, cette résolution spontanée ne se fait pas. Et ça va entraîner des douleurs importantes avec des conséquences dans le quotidien sur l'alimentation, sur la phonation, avec des douleurs qui sont parfois très invalidantes, donc avec des gens qui doivent se mettre en arrêt de travail. Et donc, ça peut prendre des conséquences vraiment très très larges et qui parfois du coup ont du mal à trouver écho dans le corps médical pour comprendre ce qui leur arrive. Alors là, je vous ai mis quelques petites idées reçues qu'on peut avoir justement sur les DTM. Oui, on peut avoir un blocage sur une désunion réductible parce que si ça vient de se faire, par exemple, on peut avoir des spasmes musculaires. Et puis des fois, on peut avoir le disque qui va gêner pour ouvrir. Mais finalement, avec de la rééducation, on va pouvoir réarriver à faire passer le condyle mandibulaire sous le disque, et donc on pourra récupérer une ouverture buccale. Donc en fait, c'est pas parce qu'on a une limitation d'ouverture buccale que forcément on est dans une désunion irréductible. Tant que on n'a pas ouvert la bouche en grand, j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas l'ouverture complète, il est impossible, je dirais, de savoir si on est dans une désunion réductible ou irréductible. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que quand on a quelqu'un qui a claqué pendant très longtemps, qui me dit ah oui, ça fait 10, 15 ans, ou même des fois, ou quelques mois, que ça fait du bruit, et là, hop, d'un coup, paf, grosse douleur, limitation d'ouverture, et ça fait plus de bruit. Bon, malheureusement, on peut penser qu'on est passé d'une désunion réductible à une désunion irréductible. Mais pareil, tant qu'on n'a pas fait un peu de rééducation et qu'on n'a pas récupéré cette ouverture de bouche, on ne peut jamais en être sûr. Voilà. Donc, comment on va pouvoir traiter ces dysfonctions temporomandibulaires? Il y a différentes modalités thérapeutiques. Les modalités thérapeutiques qui sont hyper importantes, c'est la participation du patient, et son éducation, et surtout une gestion comportementale et psychologique. C'est-à-dire que déjà, il va falloir rassurer le patient, parce que vous imaginez bien un patient où ça fait déjà 2, 3, 4 ans qu'il erre de médecin en médecin, où les gens ne comprennent pas, parce que les DTM ont parfois des répercussions au niveau des oreilles ou des douleurs dans les dents, donc ils vont voir l'ORL qui dit je pense que j'ai une otite. Ah non, non, vos tympans sont nickel. Puis ils vont voir le dentiste. Ah, je crois que j'ai des problèmes des caries. Bon, voilà, vous n'avez rien. Ou alors je vais voir le neuro. Je fais des grosses migraines le soir. Et puis bon, finalement, les traitements anti-migraines ne marchent pas forcément. Ou alors ils pensent qu'ils font des migraines ophtalmiques. Alors ils vont voir les ophtalmos. Et puis, tout ça, ça évolue pas. Finalement, le patient, il commence forcément à angoisser, à se mettre dans une position, personne ne trouve, personne ne comprend. J'ai peut-être quelque chose de grave, voilà. Donc, il va falloir déjà commencer à rassurer le patient, lui expliquer. Et ça, souvent, ça joue quand même énormément dans la prise en charge, et cette gestion comportementale et psychologique des DTM, elle est hyper importante, et donc elle fait vraiment partie intégrante du traitement. Et puis après, on va avoir évidemment la kinésithérapie maxillofaciale, et on est assez efficace, même très efficace dans ces dysfonctions temporomandibulaires. Et puis, on peut avoir des orthèses occlusales. Donc, les orthèses occlusales, c'est ce qu'on pourrait appeler des gouttières, mais pas les gouttières comme on donne les orthodontistes pour essayer de remettre les dents bien droites, d'accord? C'est des gouttières qui vont permettre d'avoir des fonctions plutôt articulaires et musculaires pour aller soulager, en fait, les douleurs. Et puis, évidemment, on peut avoir de la pharmacologie avec des antidouleurs, des anti-inflammatoires, voilà, qui peuvent aider.
Mais véritablement, la kinésithérapie, elle est très, très, très efficace et récemment encore dans un congrès là, juste avant le confinement, tout le monde disait que finalement, le traitement le plus adapté au DTM, ça reste la kinésithérapie maxillofaciale, d'accord? Alors évidemment, la kinésithérapie maxillofaciale, on va commencer par rassurer, hein, on va expliquer, on va rassurer le patient que voilà, il commence à être pris en charge et qu'on va pouvoir le soulager. On va pouvoir l'aider dans sa gestion du stress, peut-être avec de la relaxation ou l'orienter vers des personnes qui pourront l'accompagner dans la gestion de son stress. On va évidemment s'occuper des muscles, de masticateur, de l'ATM, mais on va aussi s'occuper de la région cervicale qui est touchée, même de la ceinture scapulaire, d'accord? Ce que je vous disais, on ne s'occupe pas uniquement d'une zone, d'accord? On prend son patient en globalité. Et de nombreuses études, c'est pour ça que je vous ai mis, ont montré que la kinésithérapie est efficace vraiment dans le traitement des DTM et sur une période assez courte, voilà, avec des techniques qui sont assez simples, d'accord? Moi, je masse énormément et ça marche très très bien. Alors, des massages sur les muscles, évidemment, qu'on aura évalués avant, d'accord, avec des palpations, avec des tests de mouvement, des choses comme ça, mais vraiment on va pouvoir avoir un soulagement rapide du patient qui le rassure en plus, d'autant plus, donc c'est d'autant plus bénéfique. Voilà. Donc en gros, vous l'aurez compris, le problème de ces DTM, c'est ce problème de stress, de douleur, qui va du coup entraîner une anxiété, une dépression, et tout ça entraîne une chronicisation favorisée par l'errance thérapeutique. Et c'est pour ça que, ben voilà, si on arrive à casser un peu ce cercle et à limiter cette errance thérapeutique, cette chronicisation, en prenant nos patients rapidement, ou en tout cas en les orientant vers les personnes formées, eh ben ce sera vraiment important, parce que une fois que on est dans la douleur chronique, ben, c'est beaucoup plus compliqué de traiter rapidement. On y arrive, mais c'est plus difficile. Voilà. Donc en gros, CDTM, eh ben, il va falloir avoir, vous avez vu, une approche combinée, une thérapeutique combinée, d'accord? Ça sert à rien d'imaginer qu'on peut tout faire tout seul dans son coin. Moi, je travaille énormément avec d'autres professionnels, et c'est cette interdisciplinarité qui va permettre aux patients d'être pris en charge vraiment le plus efficacement. Donc c'est très 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 important, voilà, de ne pas être tout seul dans son coin pour faire les choses, et d'avoir des personnes chez qui orienter, et chez qui on va pouvoir échanger sur les possibilités de modalités thérapeutiques du patient, d'accord? Mais en gros, on peut avoir des techniques qui vont être simples et réversibles, hein. C'est pour ça que je vous ai dit, on évite d'aller se faire meuler les dents au premier venu, parce qu'il a l'impression que c'est un contact dentaire qui va entraîner tout le problème, d'accord? C'est beaucoup plus compliqué que ça, entre guillemets, et on peut surtout avoir des traitements beaucoup plus simples, avec beaucoup moins surtout de conséquences, d'accord? Donc il va falloir avoir cette approche cognitive et comportementale, il faut rassurer, il faut déstresser les patients, alors autant qu'on peut déstresser, hein, c'est pas toujours facile de déstresser les patients, surtout en ce moment, je pense. Et puis, ben voilà, on va pouvoir faire de la rééducation maxillofaciale, musculaire, articulaire, posturale, globale, et puis peut-être agrémentée d'orthèses ou de gouttières. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé ou vous cherchez des kinés près de chez vous, vous avez deux associations qui sont la Cyclo-MF et l'AROM, qui ont toutes les deux des annuaires de praticiens formés. Donc, si vous cherchez, vous pouvez trouver chez eux. Et puis après, voilà, si vous cherchez à vous former, n'hésitez pas, parce que ce sera avec grand, grand plaisir. Sachez que on a, écoutez, Julie fait des formations donc à l'ONREC. Il y en aura d'autres qui seront à venir. Il y en a plus ou moins selon les formats. Souvent chaque année, il y en a une qui dure 10 jours, qui est quand même plutôt complète et intéressante. Après, oui, dites-vous qu'il y a quand même peu de kiné maxillo, et il y a il y a beaucoup de demandes, et et on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant d'approfondir un petit peu, en tout cas d'enrichir
ses capacités, ses compétences en kiné avec la kiné maxillo. Passez une très bonne soirée. Merci à tous de m'avoir écouté. Voilà, j'espère vous avoir apporté des petites envies de formation, en tout cas de s'intéresser à cette spécialité.